Voilà, donc deuxième partie consacrée, là pour le coup, au capitalisme artiste. Une notion qui peut paraître un petit peu ambiguë, un petit peu paradoxale. Quand on parle de capitalisme et d'art, on peut se dire, bon, bah, quel est le rapport? Peut-être que pour vous c'est évident, hein, mais on va un petit peu étudier la chose. L'expression, en fait, n'est pas du tout de moi, elle est d'un auteur, d'un essayiste qui s'appelle Lipovetsky. Donc à la fin, vous avez la référence de ces ouvrages que je vous conseille parce que ce sont de très bons essais qui parlent de notre monde, en fait, de comment il évolue. Donc ce sont des récits un peu de prospective. Et en fait, il a utilisé l'expression capitalisme artiste dans son ouvrage L'esthétisation du monde. Donc en gros, comment notre monde devient esthétique. Lipovetsky, c'est le nom de l'auteur. Lipovetsky. Il n'y a pas de H. Je suis pas sûre. Enfin, il y en a peut-être, mais ça ne me dit rien là. Mais tout de même, j'ai mis à la fin la référence. Et du coup, dans cet ouvrage, il évoque 4 périodes. 4 périodes par lesquelles nous sommes passés. Et c'est ce qui a créé ce processus de stylisation du monde. Donc, comment le monde a eu cette, on va dire, cette dynamique de s'esthétiser, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi ce monde est de plus en plus accro au beau? Donc, on verra, je vais vous parler un peu de ces quatre différents âges. Et pourquoi je le raccroche aussi à la culture? Et c'est en lien avec la précédente conclusion. Là, je vous ai mis une citation en anglais d'Andy Warhol. Warhol a écrit dans sa biographie dans les années, je crois, 80, si je ne m'abuse. Alors elle a été publiée posthume. Je crois que cette bio, elle a été publiée posthume et il l'avait écrite un petit peu avant, parce qu'il est mort dans les années 80. En tout cas, il a un jour écrit que, bon, je vous la traduis tout de suite en français, hein, que tous les magasins deviendraient des musées et que tous les musées deviendraient des magasins. Ce qui était une sacrée prévision qui s'est en plus avérée exacte. Quand vous allez dans les musées aujourd'hui, évidemment, toutes les boutiques elles sont extrêmement bien positionnées. Parfois, même dans le musée en lui-même, quand vous allez au Louvre, vous avez plusieurs stands dans les galeries pour que vous puissiez toujours acheter des choses. Il y a même une cafétéria, il y en a même plusieurs. Enfin, l'idée, c'est de vous pousser aussi à consommer comme un grand magasin. Et parce que ça fait partie de leur problématique de financement. Pour payer les salaires, pour dépoussiérer les meubles, enfin, pour toutes les lignes de budget, en fait. Et de la même manière, certains grands magasins sont devenus de véritables musées. Quand vous allez au Bon Marché à Noël, il y a toujours l'exposition il y a toujours un artiste contemporain qui est invité pour faire une installation dans le magasin. Et de toute manière, globalement, l'univers du luxe est très lié à ça. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette partie-là. Donc, quand on parle d'artialisation rituelle, on est sur déjà la notion de rituel. Les rituels, ça vous fait penser à quoi? Aux religions, ouais. Donc on est sur une partie, donc en fonction, il y a différentes périodes en fonction des cultures, hein, mais l'idée c'est que on crée pour les dieux. On produit des objets pour les dieux. Donc ils doivent être jolis ces objets. Mais pour autant, l'œuvre n'a pas de fin en soi. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que là, mes différentes statues, objets qui vont représenter des choses divines, elles n'ont pas pour vocation à être des œuvres d'art en elles-mêmes. On n'a pas cette notion d'admiration d'un objet parce qu'il est beau.
c'est un objet qu'on admire parce qu'il a quelque chose en lien avec le divin. Donc, mais en plus, s'il est beau, c'est tant mieux. Mais c'est pas une œuvre d'art qu'on admire pour ce qu'elle est. Ces œuvres, enfin ces objets vont aussi participer à l'organisation d'un clan, d'une communauté. Parfois, il y a des notions de divinité, parfois il y a des organisations, enfin il y a des choses en lien avec l'organisation clanique, comment aussi le groupe se reproduit. Donc aussi clairement des liens avec des références sexuelles. Donc comment le groupe peut être pérenne à travers le développement des individus, donc la reproduction. Comment ça peut aussi avoir une incidence sur la nourriture, la vie après la mort. Ces questions-là sont extrêmement importantes en fait avant la Renaissance. Donc c'est une très très vaste période. Par la suite, à la Renaissance, donc on passe de l'art pour les dieux à l'art pour les princes. C'est-à-dire que à la Renaissance, on passe d'une référence, enfin toutes les références de la société passent par Dieu en fait. Avant la Renaissance, hein. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Donc au Moyen-Âge, la société est faite, bien sûr, il y a le roi, il y a une structure hiérarchique très précise, c'est une société féodale, etc. Elle est très organisée, mais quand même au-dessus, il y a toujours Dieu. On est roi parce qu'on est d'essence divine, on a telle place dans la société parce qu'on est, on est choisi par Dieu dans ce sens-là. Enfin, en gros, chaque chose a sa place. À la Renaissance, il va se passer quelque chose d'important, c'est qu'on va se rendre compte que l'individu, il est tout aussi important que Dieu, limite. J'exagère, hein, le trait. Mais c'est pour vous dire qu'avant, Dieu était au centre de tout, et à partir de la Renaissance, c'est l'être humain qui est au centre de tout. Et Dieu, il fait partie de cet univers, en fait. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça change comme conception du monde. Si vous voulez un exemple de société qui fonctionne encore comme ça, avec un rapport très présent de la religion, vous avez la société hindouiste, où en gros, toute considération est en lien avec le religieux. La politique, l'économie, le quotidien. C'est vraiment toute une organisation. Alors que en Occident, à partir de la Renaissance, on est sorti de cette configuration où tout n'est que lié à la religion. La religion catholique est toujours très très présente, protestante aussi, d'ailleurs qui émerge à ce moment-là. Mais en gros, il y a d'autres rapports qui se mettent en place, et notamment les rapports humains, enfin l'individu qui se positionne. Et vous allez me dire, mais quel est le lien du coup avec l'art? Eh bien, comme à l'origine, avant on crée pour Dieu, là les princes qui sont au pouvoir vont se dire, je vais créer pour moi. Je vais créer pour satisfaire mon plaisir. Je vais créer pour montrer qui je suis. Donc cette notion d'individualité qui émerge vraiment. Donc les princes veulent ce qu'il y a de meilleur. Vous vous souvenez, on a parlé des antiquités gréco-romaines. Ce sont les princes de la Renaissance qui vont envoyer des artistes pour faire des copies, pour en ramener, pour leur jardin. Et bien de la même manière que les princes de la Renaissance en Occident, ils vont se faire une petite guéguerre, à savoir qui a les meilleurs artistes à sa cour. Et donc notamment, si je vous dis François Ier, artiste, vous me répondez Léonard de Vinci, tout à fait. Pour lui, c'était un exploit de dire j'ai eu à ma cour Léonard de Vinci, qu'il appelait mon père d'ailleurs, et qui est mort en France d'ailleurs. Léonard de Vinci est décédé en France. Donc, les princes recrutent des artistes, ils collectionnent, et vous voyez le lien avec la précédente partie, c'est-à-dire que les collections d'œuvres d'art sont en lien avec ça. Parce que, dans leur tête, c'est normal
que les élites aient les plus belles collections. Là, c'est pour ça que je vous ai mis un exemple de Léonard de Vinci, le portrait de Louis XIV, je vous ai mis Rembrandt, son autoportrait, et la Vénus de Titien. Et c'est pour ça qu'on va aussi avoir du coup un début de, je dirais pas de business, mais de Rembrandt, c'était quelqu'un qui a très très bien géré son business, qui avait plusieurs ateliers avec plusieurs disciples. Donc lui, il faisait les commandes principales et les petites commandes, il refourguait ça à ses apprentis. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, donc Rembrandt était très célèbre. Il n'est pas le seul, hein. Ils sont plusieurs à avoir fait ça. Un artiste est célèbre, il répond aux commandes les plus prestigieuses parce que forcément ce sont les mieux payés. Et ils font soit tout, soit la plus grande partie. Et vous verrez les artistes, ce qu'ils détestent faire, ce sont les mains et les pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dessiner ça, c'est ultra chiant. Donc les artistes n'aiment pas ça, en général. Donc c'est pour ça que soit ils planquent, soit ils demandent à leurs disciples de faire. C'est pour ça que parfois vous avez des différences entre les mains et les visages. Ils ont l'impression que c'est pas les mêmes artistes qui ont fait. Bah oui. Parce que par exemple, quelqu'un comme Rembrandt, lui, il faisait que les visages et les drapés, le reste, c'est ça, ses apprentis. En gros, vas-y, GG, débrouille-toi. Moi, j'ai fait les 3/4, tu fais le reste. Et hop, 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 faut qu'on livre le tableau dans 2 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une dynamique très mercantile, en fait. Hein. Léonard, c'était la même. Parce que aussi, pourquoi prendre des apprentis, des disciples? Parce que les parents, ils payent. Donc ça fait une rentrée d'argent très très récurrente. De nouveau, hein, c'est business. Hein. Hop. Et ça va continuer par la suite. Donc, art pour les dieux, art pour les princes. Et on arrive 19e, 20e siècle à l'art pour l'art. Et c'est ce que je vous disais dans la précédente partie en lien avec la reconnaissance via les institutions, via le système des beaux-arts, les musées qui valident tel artiste, les collectionneurs qui valident tel artiste. Donc ce sont des structures qui se mettent en place et qui vont finalement donner la pluie et le beau temps pour la vie, dans la vie de certains artistes. Ça implique de réseauter, ça implique de faire des mondanités. Ce que quelqu'un comme Van Gogh ne fait pas, parce que de toute manière, il déteste ça, et puis en plus, il a de grands problèmes psychiatriques. Ceux qui arrivent, ils savent réseauter et faire dans la mondanité. Monet, il a un très bon réseau. Il y arrive à un moment donné. Renoir, c'est pareil. Ça dépend des personnalités. Puis en plus, certains d'entre eux sont déjà d'origine bourgeoise. Donc, ils ont déjà les contacts en lien avec leur famille. Vous voyez, donc, c'est des choses qui vont s'auto-alimenter, finalement. Et ces institutions, donc c'est pour ça que je vous ai remis la Vénus de Cabanel, donc vont valider certaines productions artistiques, d'autres ne vont pas l'être. On va aussi avoir cette période où l'industrialisation est très très forte. Qui dit industrialisation dit production d'objets. Production d'objets, c'est ce que je vous ai dit plus tôt, société de consommation. Et les gens, quand ils commencent à gagner de plus en plus leur vie, ils veulent améliorer leur quotidien. Quand on a un peu d'argent en plus, on a envie de se faire plaisir, d'acheter un petit truc qui nous fait plaisir. Au 19e, c'est la même. Et il y a un panel de produits en vente, c'est assez impressionnant. Il y a tous les prix. Parce qu'on se dit que tout le monde peut être client. Et tout le monde peut être client de beaux objets. C'est pour ça que notamment la manufacture de Sèvres va beaucoup vendre à ce moment-là. La porcelaine de Limoges, ça va avec cette période-là en fait. Et en même temps, on va avoir des contestations très fortes. Donc contestation du système. Dès le 19e. C'est pour ça que je vous ai mis deux œuvres qui sont vraiment en lien avec une forme de contestation. Par exemple, ici,
En bas à droite, vous avez une œuvre d'Honoré Daumier, qui est une artiste que je vous recommande si vous voulez, si tout ce qui est notion de critique vous intéresse. Honoré Daumier va toujours critiquer le pouvoir en place. Il va même faire des sortes de petites figurines qui ressemblent aux guignols. C'est assez drôle d'ailleurs. Enfin, guignol de l'info, si vous connaissez. Et là, en l'occurrence, il va faire cette gravure qui montre en fait comment dire, une bavure policière. Donc en fait, là vous avez un homme à terre, mais il n'y a pas qu'un homme, il y a un bébé en dessous, il y a une personne derrière. Donc en fait, c'est un immeuble qui a été massacré par des policiers parce qu'en fait, lors d'un mouvement, on va dire, de manifestation publique, enfin en gros, il y avait eu des barricades et en fait, un officier avait été frôlé par une balle. Et en fait, il a dit « Ah bah ça vient de l'immeuble là-bas ». Sauf que non, pas du tout. Donc il a donné l'ordre d'aller massacrer tous les gens qui étaient dedans. Donc une bonne vingtaine d'innocents ont été assassinés par les forces de l'ordre de cette époque. Donc on est dans les années 1840. Hein. Donc c'est pas la seule bavure qu'on a à ce moment-là, c'est juste que Daumier va s'emparer de ce sujet pour faire ce véritable tableau d'histoire, mais dans un format très petit finalement. C'est une illustration pour une estampe. Donc c'est très petit finalement et ça va être vu comme une sorte d'article de presse visuel. Donc ça va montrer visuellement, c'est juste l'illustration qui va dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on appelle le massacre de la rue Transnonain. Et autre contestation, donc en gros l'art peut servir à contester des phénomènes politiques ou des éléments d'actualité. Pareil, hein, le radeau de la Méduse, hein, c'est une bavure de la marine. Tout le monde le sait quand Géricault expose l'œuvre. D'ailleurs, on l'a forcé à changer de nom. Le tableau, quand il est exposé la première fois, il s'appelle Le Naufrage. Parce que la Méduse, c'est le nom de ce navire qui a coulé à cause d'une bavure. Enfin, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pour le radeau de la Méduse, le gouvernement avait mis à la tête du navire un amiral qui n'avait pas commandé de navire depuis, je sais pas, les 20 ans. Quoi. Donc c'était un personnage limite qui comprenait plus rien. Et du coup, le bateau a coulé. Et la plupart des gens sont morts, en fait. Les gens sont morts dans ce naufrage. Ouais. Mais c'est pas un acte volontaire de mettre quelqu'un Non, mais c'était problématique de mettre quelqu'un qui devait être à la retraite depuis trop longtemps, quoi. Hein? Okay. Ah voilà. Parce que comme il y a eu un changement de gouvernement, ils ont mis quelqu'un qu'ils trouvaient sympathique, sauf qu'il n'était plus du tout en mesure, il n'avait pas navigué depuis 30 ans limite, quoi. C'était ce qui arriva, hein, ils se sont plantés, quoi. Et ça a beaucoup marqué les esprits parce qu'en fait, pourquoi il a fait ce tableau-là? C'est parce que le gouvernement a censuré la chose. C'est ça en fait. C'est pas juste l'illustration d'un fait d'actualité. C'est l'envie de dire arrêtez de nous censurer. Parce que les personnes qui ont survécu à ce naufrage ont dû partir en Angleterre parce qu'elles menaçaient d'être en prison parce qu'elles parlaient, parce qu'elles ont dit ce qui s'était passé. Donc c'est pour ça qu'il a voulu parler de ça. Et aussi, autre contestation, donc une contestation sur l'évolution de la société. Donc je pense que vous connaissez cette sculpture parce qu'il s'agit d'une forme dans l'espace. Et donc qui dit forme dans l'espace dit sculpture. Et vous avez donc un des ready-made de Duchamp qui s'appelle Fountain, donc fontaine, c'est un bidet, hein, voilà, c'est un bidet renversé. Ah non, là, non, il n'est pas renversé. Enfin, si, il est renversé par... Ouais, si, mais par rapport... Ouais. Et en fait, Duchamp, quand il utilise les ready-made, et notamment celui-ci, c'est pour frapper un coup, parce qu'en gros, il en a marre qu'on fasse semblant d'accepter l'avant-garde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le 20e a commencé un petit peu à être un peu prétentieux, surtout les États-Unis, en disant vous, les Français, vous n'êtes pas foutus d'accepter les Van Gogh et compagnie. Nous, aux États-Unis, on est meilleurs que vous, on sait les accepter. Et Duchamp, il a fait ah ouais. Donc Duchamp a été invité en tant qu'artiste, il y a été, et il a exposé une œuvre sous un pseudonyme.
voir si ce sera accepté. Donc c'est pour ça que le nom, c'est signé Hermut. Je sais plus, je crois que ça veut dire genre, c'est de l'argot allemand, je crois que ça veut dire idiot, un truc comme ça. Et c'est quelqu'un du coup qui n'existait pas et voulait voir si anonymement ça allait. Voilà. Parce que Duchamp était déjà connu pour ça. Okay. Il était déjà connu pour les ready-made. Et donc il était acclamé, on lui a dit de venir aux États-Unis pour être le président d'un jury pour une exposition d'art contemporain. Donc il a exposé ça anonymement, enfin sous ce pseudonyme. Lui, il était le président, donc il a fait genre, voilà, ok, allez-y, on regarde. Et quand l'œuvre est arrivée devant les membres du jury, le jury a beuglé en disant, ouais, c'est n'importe quoi, Duchamp l'a déjà fait, quoi. Et Duchamp, forcément, il troll, donc il va aller plus loin. Il va taper sur la table, il va dire, ouais, c'est un scandale, ça va pas, pourquoi vous acceptez ça, c'est du délire. Et donc, l'œuvre va être refusée. Et finalement, c'est ce qui se passait au 19e avec les autres artistes français. C'est-à-dire que Van Gogh, c'était la même. Il présentait une œuvre, on disait, ouais, non, dégage, c'est de la merde, voilà. Ben là, en gros, les Américains ont prouvé qu'ils avaient fait exactement la même chose. Et du coup, Duchamp, quelques jours après, a fait une séance photo et a publié un article en disant, vous, les Américains, en gros, vous n'êtes pas mieux. Donc, voilà. Donc, pour dire qu'en gros, l'avant-garde, c'est pas si simple que ça. Et pour pousser plus loin, Duchamp en a marre et il critique le système qui est de dire telle structure valide un artiste, tel collectionneur valide un artiste. Qu'en gros, ce n'est même plus l'artiste qui a le droit de s'épanouir pour ce qu'il fait et en gros, il doit forcément passer par des instances de validation. Et de la même manière que il y a des gens qui vont avoir le pouvoir de dire bon bah ça c'est bon, c'est de l'art, ça c'est pas de l'art, ça c'est de l'art. Et il va critiquer en fait le système du marché de l'art en faisant ça. Et pour Dali, c'était pour dire qu'en fait, il y a des artistes qui adorent ce système. Dali a très bien compris, c'est l'un des premiers artistes marketing de son temps. Dali, c'est un peu comme Jeff Koons, Damien Hirst aujourd'hui. Ce sont des artistes qui savent comment utiliser le système pour se vendre. Ce sont des stars en fait. Donc, on est passé de l'art pour les dieux, de l'art pour les princes, l'art pour l'art, et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans l'art pour le marché. C'est pour ça qu'on parle de société capitaliste artiste. C'est ce que Lipovetsky parle lorsqu'il évoque le transesthétique actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre les productions artistiques. Il y a différents acteurs qui ont pris leur rôle avec des hiérarchies dans ces structures-là. C'est-à-dire que vous avez les collectionneurs, vous avez les super collectionneurs et maintenant vous avez même les hyper collectionneurs. Tout comme vous avez les petites galeries d'art, les galeries moyennes et les hyper galeries d'art. Il y a vraiment différents paliers. Et c'est ce qui fait que le luxe va énormément s'intéresser à ce secteur. Parce que beaucoup de propriétaires de maisons de luxe sont également des hyper collectionneurs. Et ces hyper collectionneurs vont ouvrir des fondations. Donc vous avez la fondation Louis Vuitton. Ils vont ouvrir des musées. Ils vont inviter au bon marché des artistes ou dans les grands magasins de manière générale. Et ce sont eux qui finalement aujourd'hui, ils font partie des gens qui décident qui sont les artistes. Et ça a une incidence importante sur la consommation de l'art au quotidien et de l'art tout court, globalement. Je regarde vite fait qu'est-ce qu'il me reste. On finira la prochaine fois, d'accord? À la semaine prochaine.